Et bonjour tout le monde, nouvelle critique à chaud, c'est la deuxième, vous en avez deux maintenant, voilà, on espère pouvoir vous en faire souvent puisque là on est sur une lignée où on voit pas mal de films en commun. David, d'habitude on est très distancé sur nos visionnages de films. Mais ce nouveau format, là, Hotflix, va peut-être nous donner envie de voir encore plus de films ensemble. On va essayer de leur nommer effectivement parce que Critch à chaud Flix c'était original mais pas très inspiré. Donc c'est vrai qu'Hotflix c'est pas mal, moi j'aime bien. En tout cas, ce qui. Oui, c'est vrai, ça doit très certainement exister. C'est pas une parodie porno de Netflix. Déjà que j'ai dû piper une partie de la vidéo d'avant, ça va être le sujet récurrent dans chacune de nos vidéos. Bref. Tout ça pour vous dire que cette fois-ci on fait une critique à chaud puisqu'on a vu tous les deux Sinners de alors c'est Ryan Coogler ou Brian Coogler? Ryan Coogler qui avait fait à l'époque Black Panther et qui avait aussi fait Creed. Oui, voilà. Exactement. Il a réalisé Black Panther, Creed le premier je crois, ouais, c'est ça. Black Panther 2, Sinners, et il n'a qu'un an de plus que nous. Qu'est-ce qu'on a fait nous dans notre vie? Voilà. Écoute, grâce à nous, un coup de seum quand j'ai vu qu'il était de 86 quand même. Ouais, mais il faut se dire que grâce à nous, son film il est au cinéma quoi, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Sans nous, en fait, son film n'aurait pas atteint notre salle, donc finalement, heureusement qu'il nous a. C'est vrai, il le dit souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que je ferais sans David et Exactement. Et qu'est-ce qu'il ferait aussi sans Michael B. Jordan, puisqu'il est dans la plupart des films dans lesquels il est même réalisé. 2 fois. Il y est 2 fois, puisque c'est les jumeaux. Il est à la fois Smoke et Stack. Stack, ouais, tout à fait. Smoke et Stack, qui sont les 2 jumeaux. Ça se passe en 1930 dans le Mississippi. Et ces 2 frères reviennent de Chicago pour ouvrir un bar de blues dans une ancienne scierie rachetée à un monsieur du Ku Klux Klan. On est au début du XXe siècle. Ouais, début du XXe siècle. On ne situe pas ça exactement chronologiquement, mais on est après la Première Guerre mondiale. Voilà. On va être avant le krach boursier de 1929. On imagine qu'on est au début des années 20. C'est ça. Et donc c'est un film de 2h17 qui va nous conter les aventures de ces 2 frères qui tentent de trouver une bonne équipe pour pouvoir ouvrir leur bar. Il leur faut des cuisiniers, il leur faut des personnes au bar, il leur faut aussi des danseurs, des chanteurs et aussi des musiciens et un videur. Et on va les suivre dans leur péripéties jusqu'à cette fameuse soirée où ils vont devoir tenir jusqu'au petit matin puisque vient Jack O'Connell, un Irlandais pure souche qui sera écoutez, la pièce maîtresse de cette deuxième partie du film, puisqu'il s'agit tout simplement d'un vampire qui va tenter de nuire à ses habitants. Donc ça paraît un peu bizarre. Moi au début je me suis dit ça va ressembler à Une nuit en enfer avec Tarantino. Je sais pas si tu te souviens de ce vieux film avec Salma Hayek où finalement ils se rendaient compte qu'ils étaient dans un bar de vampires et qu'ils essayaient de survivre. Mais là pas du tout, puisque en fait une grosse partie du film est un drame américain sur ces Afro-Américains qui tentent de survivre dans le Mississippi, qui a vu la fin du Ku Klux Klan, mais on voit très bien qu'il y a encore des racistes partout et que les blancs sont proéminents dans la région. Et on va pas se mentir, je ne vais pas attendre plus longtemps. Moi au niveau du suspense, c'est un de mes tops de 2025. J'ai trouvé ce film absolument extraordinaire dans ce qu'il a à dire, dans la façon dont il prend possession des images, et surtout à la façon, et il le dit dans le film, à quel point ils sont libres pendant ce film-là. Tous ces Afro-Américains, ce casting quasi entièrement Afro-Américain ou immigrés, puisqu'ils sont irlandais, ils sont asiatiques, ils sont Afro-Américains. On a 1 ou 2 blancs qui servent soit d'antagonistes, soit on va dire de cheveux sur la soupe en fait dans le scénario. Mais sinon le casting est quasi entièrement sans de personnes blanches. Et donc ça fait énormément de bien de voir un film aussi libre dans ce qu'il a à dire et ce qu'il veut montrer. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ouais, moi aussi, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. C'est extrêmement bien réalisé. Les musiques sont incroyables. Mais quelle musique! Quand il chante Traveling la première fois dans la voiture, extraordinaire. La réalisation est folle. Alors en plus, il y a ce double rôle un peu à la... C'est vrai que c'est tout de suite la rêve qui me vient, à Christian Clavier dans Les Visiteurs. Non, ça a été un des prémices, en tout cas en France, à le faire. Quand 2 personnages apparaissent en même temps à l'écran. C'est très bien fait. Ces 2 frères, c'est très bien fait. Au début, j'ai un peu hésité quand même. Quand ils sont contre la voiture, à s'échanger une cigarette là, pour bien montrer ces 2 personnages différents et on a réussi à faire le truc. Je me suis dit, si c'est comme ça pendant tout le film, ça risque de me gêner un peu. Puis en fait, au final, après, ils jouent vraiment sur les codes du cinéma, les chants contre chants, les trucs comme ça, et ça marche vraiment très bien. En tout cas, c'est vraiment très bien réalisé. Moi, je trouve qu'il y a un moment où un personnage raconte quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais en fait, il n'y a pas de flashback, on entend juste. On entend, quand il raconte ce qui s'est passé, on entend ce qui a pu se passer. C'est donc un demi-flashback, j'ai trouvé ça génialissime. L'ambiance du film, alors moi je ne savais rien du film. À part, j'avais entendu parler qu'il y avait des vampires. Et
presque dommage, j'aurais préféré ne pas le savoir, je pense. Mais je ne savais pas du tout que ça se passait dans le passé déjà. Je pensais que c'était un film qui se passait de nos jours. Donc au début, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est l'intro, est-ce que ça va... Mais non, en fait, pas du tout. J'ai une affection particulière, moi, alors je pense que c'est depuis mon enfance et mes parents m'ont sensibilisé à tout ça, mais des films qui traitent de ce qui s'est passé avec les anciens esclaves, etc. C'est des choses qui me bouleversent toujours, et je trouve que ces dernières années, on a des films comme Django Unchained, comme Sinners, comme 12 Years a Slave, peut-être dans un autre registre, Get Out aussi. Où on a cette espèce de revanche, où on montre, et ça j'ai adoré. Donc déjà le film partait très bien parce que c'est un thème, je trouve, qui est quand même libérateur. Et en fait, il dure 2h15, mais j'ai pas vu le temps passer du tout par rapport à notre précédente vidéo sur The Amateur, où vraiment j'ai pas arrêté de regarder ma montre. Là, à l'inverse, quand j'ai regardé ma montre, il restait plus beaucoup de temps et j'en revenais pas. C'est très rythmé, c'est extrêmement bien joué. J'aurais pas beaucoup de défauts à dire sur ce film. La scène finale est jouissive, vraiment, quand il se dit bon bah attends, rentre chez toi, moi j'ai encore un truc à faire. Cette scène finale un peu à la Inglourious Bastard, où on a une revanche sur l'histoire. C'est presque du Tarantino. Là, c'est ça, on a une revanche sur l'histoire qui est vraiment pas mal, et vraiment je le souligne, la métaphore est là, elle est très facile à comprendre, mais c'est une vraie métaphore sur la ségrégation, sur comment les Afro-Américains modernes aux États-Unis arrivent maintenant à s'en libérer à travers la culture et à travers le cinéma, sans oublier d'où ils viennent. Parce qu'on a toujours les champs de coton, parce qu'on a toujours la ségrégation, parce qu'on a toujours ce fait que les Blancs ne sont pas les bienvenus quand les Afro-Américains sont en surnombre, parce que inversement, ils ne sont les bienvenus nulle part. Et donc, le temps d'une soirée, ce peuple qui est totalement repoussé à un moment de l'histoire, et qui l'est encore aujourd'hui, va pouvoir être libre et se libérer de tout ça. Et alors la scène, moi c'est la scène qui me prend aux tripes, et vraiment j'avais la chair de poule quand je l'ai vu. C'est la scène où il commence à jouer dans la grange et que les époques se mêlent. En fait, c'est du génie. Et c'est vraiment très bien fait, parce qu'il explique que quand il joue du blues, certaines personnes sont capables de transcender en fait le temps et l'espace, et d'aller parler à travers le voile, soit à des personnes qui sont décédées, soit simplement de voyager dans le temps à travers la musique. Et donc on a en fait toutes les époques des inspirations afro-américaines dans la musique en général, et puis même asiatique, puisqu'on a quelques références chinoises, etc. Et c'est vraiment très très bien fait. On a un joueur de rock, un DJ, du hip-hop, et en même temps ce joueur de blues, et ces personnes du début du XXe siècle qui dansent tout autour de ça. Et c'est vraiment extraordinaire, et cette grange qui brûle et qui va les libérer tous de ce calvaire qui vivent. C'est très cinématographique ça. C'est vraiment magnifique, et Ryan Coogler a énormément de talent, et ça fait du bien de se dire qu'il n'y avait pas un producteur à ce moment-là derrière lui. Il lui a laissé quand même carte blanche sur le film. Ça. Et ça fait vraiment plaisir. C'est la première chose que je me suis dit en sortant, c'est voilà ce qu'il est capable de faire quand il n'a pas Disney, Marvel derrière. Black Panther est chouette, Black Panther 2 j'ai beaucoup plus de mal. Mais c'est chouette. Parce qu'on sait qu'il y a le cahier des charges derrière, et qu'en fait Marvel, sur plein de réalisateurs talentueux qui ont pu faire des choses, même Doctor Strange 2, mais Sam Raimi, on sent qu'il a quand même sans doute été bridé un petit peu. Et là, j'ai du coup encore plus l'impression que Ryan Coogler l'a été. Et donc c'est vraiment, je trouvais ça très très chouette. Un petit défaut, on va dire, si je devais en trouver un, il y a un moment, il y a peut-être une facilité scénaristique qui m'a un peu gêné, c'est quand le personnage de Grace pète un câble et du coup invite tous les vampires à rentrer dans la grange. Je me dis ça, alors j'allais dire dans la vraie vie, si tant est que des vampires existent bien sûr, mais je veux dire jamais personne ne fait ça, même s'il le justifie du fait qu'elle pète un câble parce que sa fille est menacée. Là je me suis dit bon ok, il a besoin d'un prétexte pour que ça se tire dessus et que la baston commence. Je me suis dit là il y a une petite facilité scénaristique. Mais bon. Moi j'ai moins apprécié justement la fin de cette séquence là où on comprend pas trop pourquoi ils s'en vont tous. Il y a un petit twist à un moment dans cette bagarre finale entre guillemets, où en fait tous les vampires sortent de la grange pour pouvoir avancer justement dans le scénario. Et c'est vrai que ce petit twist scénaristique, on comprend pas trop d'où il vient, pourquoi il est là, on sait juste qu'il est là pour faire avancer le scénario. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je suis un tout petit peu sorti du film en me disant mince, vous auriez pu trouver une raison un peu plus valable à cet écart, parce que les vampires sont largement en supériorité numérique par rapport à ce qui reste d'humain. Et donc c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage, mais ça reste un tout petit détail par rapport à la qualité immense du film, quoi. Moi vraiment j'ai aimé la réalisation, l'acting. Michael B. Jordan, je l'ai toujours apprécié, mais là il est extraordinaire dedans. Tous les acteurs sont vraiment chouettes.
ce sujet fort, et puis il y a évidemment un sous-texte avec ces vampires et avec tout ça, et avec notamment ce grand final assez tonitruant. Donc si je devais continuer de filer la métaphore des notes que j'ai fait l'autre fois, on serait quand même pour moi sur un bon petit 9 sur 10 là. C'était vraiment très 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 bien, et je vous invite tous, je pense qu'il est encore dans les salles, à foncer voir Sinners, qui est alors vraiment, encore une fois, la réalisation, les acteurs, la musique est incroyable, et alors pour le coup c'est un film de grand écran à voir vraiment au cinéma. Complètement. Et nous, on n'a pas la chance d'avoir un écran en IMAX, mais le film a été tourné en 2.19, je crois, ou en 2.39. Donc ça nous permet d'avoir un écran beaucoup plus large. Donc ça fait des bandes en haut et en bas, nous, pour du scope. Mais c'est un film qui a été fait pour l'IMAX et qui mériterait d'être sur un écran vraiment gigantesque. Et ça me ferait vraiment très plaisir de le revoir sur un écran géant en IMAX. Moi, je serais plutôt, donc effectivement, pareil, sur les 4 sur 5. Vraiment un très très bon film, une belle surprise en fait cette année 2025 où on est un petit peu lassé des blockbusters qui se ressemblent un petit peu tous finalement. On a été déçus par The Amateur parce qu'ils reprenaient les codes de façon un petit peu trop scolaire, et là pour le coup Sinners se réapproprie tous les codes et il le fait très bien. J'adore le principe de l'invitation du vampire, quoi. C'est-à-dire que le vampire ne peut pas rentrer à l'intérieur de la grange, et donc ça crée un espèce d'espace entre les deux où comme à l'époque où les Afro-Américains ne pouvaient pas rentrer dans les bars ou dans les bus tenus par les Blancs, et là c'est les Blancs qui ne peuvent pas rentrer dans le bar des Afro-Américains, et c'est vraiment une très 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 bonne idée, et aucune réaction stupide de la part des protagonistes. Ouais, non, c'est sûr. À part ce personnage de Grace qui est rentré, sinon pour le reste, ça reste tout reste logique dans la personnalité des personnages. Et merci de prendre quasiment 1h30 du film pour présenter les personnages et présenter la situation. Mais c'est bien fait parce qu'on s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. C'est une présentation qui est très efficace. Ouais. Et voilà, globalement, je dirais que merci Warner d'avoir permis à ce genre de film d'exister. Merci aux gros producteurs et aux gros distributeurs de permettre de temps en temps à ce genre de pépite d'immerger. Je pense pas qu'il va rapporter énormément d'argent. Je sais pas. Il a eu son petit succès aux États-Unis. Il devrait normalement au moins rentrer dans ses frais. Voilà. C'est déjà ça, mais on sait que c'est pas Avatar, quoi. Ils vont pas démultiplier leur gain, mais voilà, c'était vraiment très très chouette. En tout cas, Ryan Coogler a gagné ses lettres de noblesse et il sera de toute façon rappelé par d'autres productions s'il n'est plus chez Warner pour nous faire encore de très très belles pépites. Donc voilà pour cet avis. N'oubliez pas, tous les mardis matin, la matinale, tous les vendredis, un Critflix, et puis de temps en temps ces fameux Hotflix ou Crit-à-chaud-flix ou Critique-à-chaud ou ce que vous voulez. Ou un débrief. Ah, débrieflix. On tient peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose. On va trouver un nom d'émission un jour. Voilà, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à liker et commenter absolument toutes les autres sur la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis on se rejoint sinon sur le Patreon, patreon.com/Critflix Media. À très bientôt pour un autre Débrieflix. Débrieflix. Pourquoi pas. Allez, salut.